fonctionnement de l'intelligence aujourd'hui, étant de moins en moins sollicité, on établit peut-être moins de relations entre un événement A et un événement B. Et donc petit à petit, on se retrouve avec des intelligences qui sont plus ou moins, on va dire, conditionnées par un manque d'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est que vous condamnez la rationalité ou la raison, et moi je ne veux pas nécessairement la défendre parce que ce n'est pas mon but. Et en plus, je suis philosophe, j'ai à l'esprit l'idée que tout n'est pas de l'ordre de la ratio. Il y a un monde que nous éprouvons, avec la sensibilité, avec une forme de, comment dire, le monde nous heurte aussi, on peut avoir une conscience désenchantée, donc je pense que l'altruisme, c'est pas uniquement dans les rapports humains, vous voyez, on est quand même sensible à ce qui nous environne, mais par contre, je trouve que l'homme, et ça on peut pas le nier, il a une faculté qui est celle de réfléchir et de raisonner, qui lui permet peut-être d'aborder le rapport au monde différemment que ce que le ferait un animal. Si on se réfère à Bergson, vous l'avez d'ailleurs cité, Bergson c'est quand même le philosophe qui vous dit, eh bien l'animal c'est de l'instinct et de l'intuition, l'humain c'est de l'intelligence et un petit peu d'intuition. Donc c'est la différence peut-être entre ces deux espèces, si on devait en faire deux catégories distinctes. Et ce qui interpelle surtout, c'est que l'intelligence pour Bergson, c'est une faculté qui nous permet normalement de lier les choses entre elles, mais aussi qui nous permet de fractionner les choses. C'est-à-dire que pour nous les représenter, nous sommes obligés de diviser les difficultés pour après recomposer les choses et les connaître. C'est ce que disait d'ailleurs aussi Descartes. Donc je crois que l'homme, c'est pas simplement un être de rationalité pure, parce qu'il y a des hommes qui agissent de manière absurde. Les camps de concentration, quand on parle d'une rationalité ou d'une non-rationalité, je pense que si l'Europe a eu tant de mal à s'imaginer en étant contemporaine de l'événement, d'ailleurs Merleau-Ponty l'a dit, c'est tellement fou l'histoire qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça se passait. Donc ça veut dire que c'était tellement de l'ordre de l'irrationnel que pour des raisons, entre guillemets, normalement constituées, le mot normal me dérange, mais j'en trouve pas d'autres, eh bien on trouve que c'est de l'ordre de l'excès. Alors je reviens quand même à ce que vous aviez écrit en parlant du devoir. Alors, qu'est-ce que le devoir ? Certes, avoir le sens du devoir, c'est être responsable, y compris de ses actes, c'est être raisonnable. Mais l'accomplir comme un automate nous amène à une passivité potentiellement dangereuse. Depuis sa tendre enfance, cet officier n'a fait qu'obéir. Je reviens à l'exemple que je citais. Son éducation, d'inspiration protestante très stricte, a fait de lui un être soumis et sans esprit critique. Le danger d'une éducation trop répressive est ainsi de nous faire perdre toute lucidité, tout sens de l'appréciation. Et un petit peu plus loin, vous dites que finalement, apprendre à obéir dès qu'on est petit, ça force à obéir toujours, quoi, en quelque sorte, ou plus tard aussi. Et ce que je me demandais, c'est pourquoi vous n'avez pas évoqué aussi le pouvoir de l'endoctrinement, parce qu'on peut obéir à des fins heureuses. Là, la fin était absolument sordide. Pourquoi justement ne pas avoir parlé de l'endoctrinement qui peut aussi amener des gens intelligents, ou des phénomènes de masse d'ailleurs, à quelque chose qui relève de l'abrutissement le plus absolu? En fait, ce que j'ai montré en psychologie sociale, vous avez par exemple des stades de développement, par exemple chez Kohlberg, et on montre que progressivement, il y a plusieurs stades, hein, vous avez le stade 1, le stade 2. Au début, on demande à un enfant de respecter des règles morales. Ensuite, on lui demande de faire des actions qui vont faire plaisir à ses parents. Hein. Et le dernier stade, qui serait en fait le stade moral, ça serait le stade l'autonomie. C'est-à-dire le sens critique. Hein, c'est Lawrence Kohlberg qui avait développé ça. Et alors ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est qu'il va faire une différence pratiquement entre les hommes et les femmes. Les femmes n'auraient pas accès pratiquement au jugement moral, à ce qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait comme une faille. Alors c'est très amusant parce que ça va être repris plus tard par des féministes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que c'est qu'une étape, l'obéissance. Mais que serait finalement une obéissance sans esprit critique? Moi, ce que j'ai essayé de montrer, finalement, l'endoctrinement, j'en parlais tout à l'heure, c'est comment elle se forge. C'est-à-dire comment on fait un terroriste, comment on fait un soldat. Et donc ça vient, si vous voulez, quand même, il faut le voir par rapport à l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une perte de repère et il y a une réalité qui est complètement délirante. Celui à qui on demande, par exemple, de faire exploser un avion ou de déposer une bombe, il a, si vous voulez, l'identité du groupe. Bah, c'est ça l'endoctrinement. Ou alors, si on voit, par exemple, avec Orwell, 1984, c'est quand même le grand auteur qui a montré comment on construit un totalitarisme, eh bien, c'est de priver les gens de mémoire et de faire croire que 2 plus 2 égale 5. Pour moi, c'est ça l'endoctrinement. Ce qui est impressionnant, c'est que vous parlez des animaux, et je ne comprends pas à ce moment-là pourquoi vous n'abordez pas la question du chien de Pavlov. Parce que le chien de Pavlov, on sait que c'est ce chien qui est conditionné. Il est conditionné avec sa gamelle. Hein. Et moi, je suis persuadée, je l'ai écrit dans mon livre sur l'homme bouleversé,
que nous sommes parfois comme des chiens de Pavlov. C'est-à-dire que je vais au cinéma, et on me met une scène langoureuse, il est sur le quai, elle le quitte, elle a la larme à l'œil, etc. On me met des violons bien dégoulinants, c'est le signal, allons-y, il faut pleurer. Là, je suis le chien de Pavlov. Vous m'auriez mis un poulet à l'heure du repas, je bave comme le chien. Vous voyez, c'est une façon de vous expliquer. Non, quand même pas à ce point-là, mais je vous sens perplexe. Mais voilà, vous voyez, je trouve que quelque part, l'homme, il est dans un conditionnement. Et dire qu'il y a une éducation qui forge peut-être un caractère, je suis d'accord avec vous. Mais c'est bien aussi de rajouter qu'il y a la force d'un endoctrinement derrière et qu'il y a un comportement qui fait qu'on est conditionné à quelque chose. Ce qui ne justifie pas la cruauté. Mais déjà, ça permet d'expliquer peut-être un aspect de cette chose-là. Autre chose aussi, la différence entre l'animal et l'homme, moi je la mets pas de manière aussi distincte qu'on pourrait le penser de manière traditionnelle. J'estime qu'il y a une différence de degré. Je dis effectivement que les animaux sont capables de passion, d'empathie et de développer une forme d'intelligéré, de possibilité de relier les choses entre elles. On a vu des singes faire des choses, les ouvrir, refermer, donc il y a un lien d'intelligéré. Par contre, je serais plutôt du style à dire que l'animal manque peut-être de rationalité, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. C'est-à-dire que s'il fait son nid de manière, bien protectrice, etc., c'est justement parce qu'il est dans l'instinct, pas par l'intelligence. Un animal n'a pas de goût en soi esthétique, même si on a essayé de faire peindre des chimpanzés. Un animal n'a pas en soi, enfin, vous allez certainement me contredire, mais il n'a pas en soi non plus de tournure vers le religieux. Est-ce que je veux dire, on ne voit pas de singe, bonobo, aller prier au fond de la forêt, le totem, machin. Donc il y a des rites entre les animaux, on l'a bien compris, parce qu'il y a du passionnel, il y a de l'intelligéré, donc il y a de l'intelligence. Mais je crois que l'homme a quand même une différence de degré, ce qui ne veut pas dire qu'il est supérieur, parce que pour moi il n'y a pas de supériorité, mais on peut quand même reconnaître qu'il y a une différence de nature. Alors, ce qu'on peut dire, ça, bien sûr c'est discutable, j'en ai un petit peu parlé. Est-ce qu'on peut considérer que l'homme a une culture qui le distingue de l'animal? J'ai donné ça comme sujet de dissertation, hein, on peut donner ça en philosophie. Est-ce vraiment la culture qui distingue l'homme de l'animal? Et donc mes élèves ont parlé des chimpanzés, des bonobos, c'est normal, ils avaient eu mes cours, mais je veux dire des choses sérieuses. Disons que ce qu'on a pu montrer, donc on peut considérer que dans certains groupes, c'est une question qui est débattue, hein, que dans certains groupes, il existe ce qu'on appelle une sorte de proto-culture. C'est-à-dire que Dominique Lestel, c'est encore dans le domaine de la primatologie, il a montré que par exemple, vous aviez des mères qui allaient apprendre à leurs petits comment, quand ils ont uriné, mettre du sable, etc. On a même vu qu'à l'intérieur d'une même espèce, en Inde, je crois, ou je ne sais plus, en Indonésie, vous aviez par exemple des comportements différents, des cultures différentes à l'intérieur d'une même espèce. Donc ça a interrogé évidemment les primatologues. Moi ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas fermé le débat. Parce que je me souviens, il y a presque 30 ans, dans les cours de philosophie, c'était vraiment l'opposition, et ça m'a toujours fait rire, parce que maintenant il y a des grands monsieur qui sont allés vivre auprès des cultures primitives, où on opposait d'un côté toujours cette nature et cette civilisation. Et j'avais toujours pensé que les travaux dans le domaine de la primatologie, dans le domaine de la biologie, eh bien, remettraient un petit peu en cause nos prétentions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être ce qui nous différencie et ce qui nous rassemble. Alors, en ce qui concerne l'empathie, justement, on peut distinguer plusieurs formes d'empathie. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que vous avez d'abord ce qu'on appelle un comportement d'espèce. C'est là où on revient au sujet. C'est-à-dire, l'altruisme, ça serait d'abord la survie de l'espèce. Donc là, c'est une nécessité biologique. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui se sacrifient. Là, on peut parler effectivement d'un instinct. Mais, ce qui est intéressant, ensuite, c'est le comportement de l'individu.